Non, Tesla ne va pas imprimer sa prochaine voiture. Alexandre, j'ai lu un article là, la semaine dernière qui disait que Tesla allait probablement imprimer 3D ou imprimer sa prochaine voiture, parlait de procédé de fabrication, puis Non. c'était vraiment tout croche, là. On nommera pas le journaliste, mais on va vous parler de ça dans un instant, ainsi que du nouveau Honda Prologue qui va être lancé vraiment sous peu, après un message de notre commanditaire, JN Auto. Ce segment d'épisode vous est présenté par JN Auto, concessionnaire de véhicules électriques dans la région des Cantons de l'Est. JN Auto offre une énorme sélection de véhicules électriques, hybrides branchables, hybrides en stock. Ils offrent aussi la location à court terme de véhicules électriques pour en faire l'essai quelques jours et vous familiariser avec le modèle de vos rêves. Que ce soit pour acheter votre prochaine Tesla, Bolt, Mustang Mach-E, Kia V6, Ioniq 5 ou autre modèle de véhicule électrique, JN Auto est l'endroit de choix. Allez voir leur inventaire en concession sur la route 116 tout près de Richmond ou au jnauto.com. Lien dans la description. Merci beaucoup à JN Auto de supporter plus de millage. Donc, Alex, comme je te disais, il y a quelques semaines, en fait, c'est environ 2 semaines, un peu moins que 2 semaines, j'ai lu un article, puis ça mentionnait que Tesla travaillait sur un prochain modèle de voiture. Là, on sait, il va s'appeler TOW ou C ou Q ou M, on sait pas quoi. On s'en fout. Ou 2, c'est pas important. Puis on sait que, parce que Tesla en a discuté, bon, il y a l'introduction de nouveaux procédés de fabrication qui viennent avec cette voiture-là. Éventuellement, ils veulent avoir 100% de semi-conducteurs, de composantes électroniques produites à l'interne par Tesla. Ils veulent s'affranchir des problèmes de chaîne de production. Tout ça, il y a plein de choses. Puis, un des éléments qu'on est pas mal certain qui va être utilisé parce que ça a été présenté dans les présentations de Tesla, mais en utilisant le modèle Y dans le visuel pour comme exemple, ben oui. Exactement comme exemple. Bref, en présentant une auto qui n'existe pas, mais pour pas dévoiler, ça va être quoi la voiture. On sait qu'il va y avoir l'utilisation de gigacasting ou de, on va dire, méga structure moulée ou gigamoulage. Bon. Donc, le procédé de moulage, parce que toi puis moi, on a quand même un historique, là, on étudie en génie mécanique et tout, ben, c'est un procédé par lequel on prend du métal sous forme liquide, puis on l'insère dans un moule et à la fin, on a une pièce qui a la forme du négatif du moule, si vous voulez. Là, évidemment, Gabriel, regarde dans les gigamoulages, pas leur grosse différence, c'est que c'est des pièces ultra complexes qui repoussent la limite de ce qu'on pourrait faire avec un moule en sable ou un moule en mousse ou en cire. Donc, dans ce cas-ci, c'est des pièces en aluminium chez Tesla. Donc, en fait, c'est déjà présent dans le modèle Y4680. Donc, à l'avant et à l'arrière de la batterie, on a ces gigamoulages-là qui, en fait, c'est comme une composante pour remplacer tout plein de composantes. Normalement, on aurait une structure complexe entre le châssis, les sous-châssis, toutes ces choses-là. Mais là, on crée une seule pièce qui donne des points d'attache à un ensemble très grand de composantes. Fait qu'on réduit la complexité. Puis, ça a aussi une résistance structurelle et ça réduit les coûts parce que, ultimement, si ce procédé-là est optimisé puis qu'on produit assez de voitures, la pièce, au final, elle coûte à peu près le prix de l'aluminium qu'il y a dedans, ce qui n'est pas grand-chose comparé à un grand nombre de pièces à gérer. Puis aussi, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ouais, il n'y a pas juste ça. » Effectivement, parce que les compagnies allemandes, depuis quand même plusieurs années, font toutes les sous-assemblées de suspension, là, ce qui tient la suspension avec la même technique de fabrication. Ça, c'est BMW maîtrise très bien ça, Mercedes aussi. Volvo et GM, l'avant du véhicule, souvent le font en 2 morceaux. Là, tout ce qui tient l'amortisseur dans le haut, là, c'est rendu des moulages d'aluminium sous pression avec la même technologie de ça, mais c'est des composants plus petits. Il y en a 2 par côté. Là, il y en a 2 à l'avant, là, séparés en 2. Tous les constructeurs utilisent cette technologie-là jusqu'à une certaine limite. Tesla fait juste la repousser. C'est pas « Tesla... » Non. Tout le monde, depuis peut-être 15 ans, utilise cette technologie-là, mais les pièces sont sont de plusieurs variantes de dimensions utilisées à plusieurs endroits, mais c'est rien de nouveau, en fait. Exactement, c'est ça. C'est pas, comme on dit, de la rocket science. En fait, ce qui arrive, c'est que Tesla utilise des plus grosses presses qui permettent de créer des plus grosses composantes. Fait qu'ils ont poussé à l'extrême des méthodes de fabrication déjà existantes. Ça a des avantages et des désavantages. Donc, au niveau du coût, c'est sûr que si on remplace une centaine de composantes par un moulage qui, à l'échelle d'une production de plusieurs centaines de milliers de véhicules par année, on élimine, mais on dilue beaucoup les coûts de fabrication de ce moule-là, qui coûte probablement plusieurs millions de dollars, et de la presse qui coûte aussi plusieurs millions de dollars, mais ça revient beaucoup moins cher. En cas d'impact, cependant, si vous devez remplacer le giga-moulage, tu remplaces le véhicule. Cher. Tu remplaces le véhicule. Exactement. Ça, c'est le débat. Hein? Les gens vont dire « Ah, ben là, ces autos-là sont jetables. » Je pense qu'on peut dire que les autos sont de plus en plus jetables, oui, mais aussi, je pense que l'argument de ces compagnies-là, puis je suis pas en train de dire que l'argument est bon, c'est qu'ils vont dire « Ouais, mais ces autos-là sont de plus en plus sécuritaires et ils vont être impliqués dans de moins en moins d'accidents. » Mais, encore une fois, je pense que
effectivement, ces autos-là sont de plus en plus jetables. Oui, exactement. Ben, en fait, s'il y a un impact, ouais. ça va coûter vraiment plus cher à réparer, potentiellement, quoique on remplace aussi beaucoup de composantes. On parle peut-être des cas où la voiture aurait été perte totale dans tous les cas de toute façon, mais là, le gain, c'est vraiment de faire des voitures qui vont causer moins d'accidents. Puis on sait que des voitures en conduite autonome ou semi-autonome aujourd'hui sont probablement plus conscientes des aléas de la route en avant de soi ou en arrière Qu'un humain sur son téléphone. Un humain typique avec les distractions typiques d'un être humain qui regarde une nouvelle voiture qui vient de passer dans une autre allée, puis là, ça freine devant toi, puis tu t'en rends pas compte. Et ça peut arriver des fois, des choses comme ça. Quoique, j'ai jamais été impliqué dans un accident, mais des fois, on est distrait, surtout quand on est intéressé par toutes les voitures qui sont autour ou toutes sortes de choses. Bref. Je pense que ça va aider. Il faut vraiment voir vers ça. Puis l'idéal, ça va être de construire des voitures qui éventuellement sont plus ou très peu souvent impliquées dans des accidents. Puis là, le problème se pose moins. Fait que c'est ça. Bref, Tesla ne va pas imprimer sa prochaine voiture. Parce qu'il y a des compagnies qui parlent d'impression 3D de voitures, là, des affaires exotiques, des trucs bizarres. Là, on n'est vraiment pas là-dedans. De toute façon, les méthodes, on va dire, de production additive là, ou additive manufacturing, l'impression 3D, généralement, c'est intéressant pour des composantes très optimisées, produites en faible volume ou pour réduire le coût de production d'une composante à très faible volume. Mais le moulage, c'est comme l'ultime méthode de fabrication au volume, coût minimum. Des moulages, estampage, là, c'est vraiment c'est la clé. Exactement. C'est ça. Fait que, faut, à un moment donné, il faut juste être clair là-dessus. Fait que c'était un petit peu une montée de lait, mais il y a d'autres choses intéressantes à discuter sur cette prochaine voiture compacte-là de Tesla. Entre autres, dans leur Master Plan 3, Tesla a mentionné que ce serait une voiture qui, durant son cycle de vie, serait produite à 40 millions d'exemplaires. Donc là, on est de l'ordre des grandeurs de Toyota Corolla, Volkswagen Beetle. C'est extrêmement ambitieux. Puis là, ça dure combien de temps le cycle de vie d'une voiture? Typiquement, entre 5 et 10 ans. Fait que disons 6, 7, 8 ans. On parle de 4, 5, 6 millions de modèles par année. Fait que c'est vraiment... Je pense qu'ils ont l'intention de produire à encore plus grand volume que les modèles 3 et Y, une voiture comme ça. S'ils produisent 5-6 millions d'unités par année, plus 3-4 millions de modèles Y3, plus, Cybertruck S et X, ça va être des plus faibles productions, mais là, ça les amène vers les 10 millions ou éventuellement 20 millions qui tendent à produire. Fait que ça va vraiment être une voiture à très, 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 très haut volume. C'est là qu'on embarque dans l'espèce de question bizarre du robot taxi versus voiture compacte. Dis-nous en plus là-dessus. Le robot taxi, je pense que c'est... Évidemment, je ne veux pas tomber dans le fanatisme d'Elon Musk parce que c'est pas ça qu'on fait ici du tout, là. Mais il va falloir juste faire une petite parenthèse. Évidemment, il y a une biographie qui est sortie. Donc là, évidemment, je pense que cette personne-là aime beaucoup parler d'elle-même. Puis dans le fond, il y a plein d'informations qui sortent dans ce livre-là. Puis pour avoir lu des passages, lors de les premiers balbutiements de ce fameuse voiture compacte robot taxi, effectivement, Tesla, son but, c'était de faire un véhicule sans volant, lancer ça avec la conduite autonome, puis on part, puis on change la face de la planète. C'est probablement pas possible à court terme. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens chez Tesla qui ont convaincu Elon Musk ou la très, très haute direction de Tesla de faire 2 véhicules avec cette même plateforme d'attrait beaucoup, soit un véhicule compact pour compétitionner très, très fortement dans le marché chinois, puis à travers l'Amérique du Nord et l'Europe aussi, là, dans le bas du marché. Et avec tout l'argent généré, le tooling acheté, les optimisations, juste retirer le volant ensuite de cette voiture-là et de faire le fameux robot taxi. Donc, moi et Gabriel, ce qu'on pense, c'est que cette éventuelle voiture-là, que Tesla construit une usine au Mexique, agrandit son usine au Texas, développe des nouvelles techniques de fabrication, et ça inclut le Cybertruck. Le Cybertruck est comme le tremplin pour se rendre à ces moulages immenses qui vont permettre de réduire la fabrication du véhicule. Pas le Cybertruck nécessairement, mais c'est comme le banc de test. Moi, je pense que ça va finir à 2 véhicules. Un genre de microscopique modèle Y sous-compact avec une batterie de 40-45 kWh. Puis le robot taxi qui va être la même chose, mais autonome, avec des technologies qui vont lui permettre d'entrer dans des stationnements souterrains, naviguer des gros stationnements, des grandes surfaces, des zones de travaux sans volant. Mais là, on parle d'une voiture extrêmement futuriste, mais je crois que cette voiture compacte, qu'on pourrait appeler modèle 2, modèle Q, modèle ce que vous voulez, ça va être une voiture plus conventionnelle là, dans le style. Oui, c'est ça. Puis il y a sûrement des enjeux réglementaires aussi, parce qu'on n'est pas rendu au point où légalement, tu peux envoyer une voiture sur la route chercher quelqu'un sans qu'il y ait de conducteur qui soit assis derrière le volant ou l'absence de volant. À San Francisco, il y a comme une zone là, au centre-ville puis
Puis là, il y a beaucoup de voitures autonomes qui font des courses, là, un peu comme Uber. Ça fonctionne pour vrai, mais il y a beaucoup de problèmes aussi. Zone de travaux, les voitures restent coincées. Si quelqu'un se met de l'avant la voiture s'arrête puis elle reste bloquée là. Des gens... Tu sais, encore une fois, là, on n'est pas rendu là et ça doit être la raison pourquoi Tesla développe deux véhicules. Je sais pas si tu as vu, il y avait une vidéo d'une Chevrolet Bolt équipée d'un système de conduite autonome Oui, à c'est un moment ça. donné qui s'était fait arrêter par la police. Puis en fait, elle était arrêtée à une intersection, puis la police a mis ses sirènes, puis la voiture est juste partie parce qu'elle n'est pas programmée pour considérer le Pour cas où elle se fait réaliser ça, arrêter c'est par ça. une voiture de police. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes d'enjeux. Puis je pense que d'un point de vue commercial aussi, c'est vraiment pas le même cas d'utilisation, c'est vraiment Non. pas le même placement dans le marché parce que bon, la voiture compacte, disons, une Tesla Model 3 aujourd'hui aux États-Unis, on va parler en dollars US, là, ça va être plus simple, environ 35 à 40 000 dollars. Fait que là, disons que la prochaine voiture coûte 25-30 000. Mais l'option de conduite 100% autonome, là, en bêta, toujours dans un Model 3, ça coûte aux environs de 20 000 dollars canadiens, Ouais. donc 10-15 000 US. Donc là, si on crée une voiture qui est 10 000 dollars de moins, mais qui vient automatiquement avec la conduite autonome parce qu'elle n'a pas de volant, ben ça la ramène aussi cher, sinon plus que le Model 3, fait que ça n'avait pas trop de sens. Fait que je pense que ce qu'on va voir, c'est une voiture compacte avec l'autopilote standard et en option la conduite autonome. Puis pour les commerciaux, pour les entreprises qui vont vouloir faire du robot taxi ou livraison, peu importe, en envoyant des véhicules sur la route sans conducteur, mais là, eux vont probablement payer un prix qui est beaucoup plus élevé, qui est peut-être, je sais pas, moi, 40 000 US ou 45 ou 50 000 US, mais parce qu'ils vont faire de l'argent avec leur véhicule, ben là, commercialement, ça fait du sens. Tu peux l'amortir, ben oui. C'est ça, exactement. Mais de venir ajouter une voiture qui est beaucoup moins chère que la Model 3, mais qui vient avec la conduite autonome, commercialement, ça m'apparaîtrait un peu étrange de la part de Tesla parce que ça viendrait cannibaliser les ventes de ces véhicules-là, Model 3Y, qui sont en ce moment les vaches à lait de cette entreprise-là, puis qui leur permettent de produire énormément de profitabilité. Fait que c'est ça, on a-tu d'autres choses à discuter, Alex, sur ce? Parce que là, on est vraiment dans les spéculations. Ce qu'on vous donne, c'est notre opinion par rapport à cet enjeu-là pour une voiture qui n'est pas dévoilée. On n'a pas vraiment de détails concret. Puis ce qu'on sait, c'est qu'elle ne sera pas lancée avant probablement la fin de l'année 2025. Il y a beaucoup de choses. Tout ce qu'on a, c'est une silhouette ou un profil sous une couverte virtuelle. Hein? Les images sont à l'écran. Et aussi, je pense qu'on va en savoir plus lorsque le Cybertruck sera finalement livré à des gens. Et des gens vont commencer à le démonter pour comprendre comment il a été assemblé. On pense à Sandy Monroe sur sa chaîne, qu'on le salue. Bonjour Sandy. C'est là qu'on va avoir un peu plus d'idées de ce qui se passe sous ces nouvelles techniques de fabrication, qui sont des vieilles techniques de fabrication mises à une plus grande échelle. Ça va être intéressant. Puis, fin intéressant, j'ai une anecdote pour toi. En Chine, ce matin, j'étais sur Internet. Ils ont fait une mise à jour du modèle Y, mais pas comme le Highland. Ils ont ajouté l'éclairage ambiant, ils ont changé les roues, puis ils ont enlevé le bois clair, là, le bois qui était un peu non sablé. Là, c'est rendu du tissu. Fait qu'il y a déjà une mise à jour en Chine du modèle Y qui a été faite. Là, personne ne sait si l'Amérique du Nord va l'avoir. C'est drôle. Mais à l'extérieur, le véhicule est similaire, juste que les roues ont changé de couleur. Mais l'intérieur, il y a une petite refonte. C'est drôle. Mais je pense que Tesla en Chine a énormément d'autonomie. Ils font un peu ce qu'elles veulent pour compétitionner dans leur marché qui est extrêmement compétitif, c'est les voitures électriques. Donc, tu vois que la compagnie change un peu. C'est plus juste la haute direction de Tesla qui décide. Maintenant, régionalement, Tesla fait des choses elle-même. Puis c'est bien de voir ça aussi. C'est cette usine-là, en fait, à Shanghai, qui produit le plus rapidement des véhicules parce que Tesla, c'est pas tous les constructeurs qui construisent le même modèle de voiture dans plusieurs usines. Là. Puis bon, il y a des variations aussi au niveau des batteries et toutes ces choses-là. C'est pas exactement la même voiture qui est produite partout, mais l'usine de Shanghai produit une voiture aux 37 secondes, ce qui est c'est fou. Le record au sein de Tesla. Donc, clairement, il doit avoir une forme d'innovation au niveau des méthodes manufacturières. Puis s'il y a quelqu'un qui a trouvé que ça prenait 0,5 secondes de moins mettre un accent là, de matériel de tissu versus de bois sur le tableau de bord de cette voiture-là, ben peut-être qu'il a gagné son argument puis il a réussi à l'avoir parce que ça permet de produire les autos 0,5 secondes plus vite. Je sais pas, c'est possible. C'est possible. OK, ben ça fait le tour pour Tesla. Gab, le Honda Prologue, ça dit-tu quelque chose? Oui, bon, donc Honda, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont pas prêts à lancer des modèles, disons, de grande production électrique. Là. Il y a la Honda i qui est produite et qui est vendue ailleurs dans le monde que j'adore. Je trouve que c'est au niveau du look, là, pour moi, c'était un coup de cœur absolument instantané. Mais on n'a pas cette voiture-là ici. C'est pas non plus une voiture à si grand volume que ça. Puis bon, il y a plein de choses, là, mais
Ils doivent vendre des véhicules électriques en Amérique du Nord pour atteindre les quotas qui sont fixés par les gouvernements en fonction des différentes régulations, des différentes réglementations, et ils n'ont pas de modèle à offrir ici. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se tourner vers la compagnie qui a le plus de difficultés à lancer ces modèles électriques, GM. Ok, je ne m'attendais pas à ça. Continue. Donc, le Honda Prologue sera essentiellement un Blazer EV qui est rebadgé, comme on dit, donc qui est mis visuellement à la sauce Honda. Donc, ça va avoir l'air d'un modèle Honda. Le look est quand même très bien réussi. Très beau, hein? On est dans le look du nouveau CR-V, 2023, qui est, je trouve, parfaitement réussi. C'est vraiment moderne, ça a l'air d'un VUS, ça a l'air plus musclé que l'ancien modèle, mais ça reste super économique, puis c'est vraiment ultra pratique. C'est un excellent véhicule, le CR-V. Depuis 2017, on a vraiment des bons modèles. C'est le CR cher, hein? CR très cher. Oui, c'est ça, parce que le modèle hybride qui est annoncé est plus de 50 000 c'est débile. Ce qui est plus cher qu'un RAV4 Prime de base. En tout cas, bref, mais là, on a une version plus luxueuse, puis c'est pas un modèle brancheur. Mais revenons au Prologue. Donc, ce sera un Blazer EV rebadgé pour Honda. Donc, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un modèle cher, peu disponible, mais probablement quand même très bien au niveau technique et des performances. Je pense que oui. 85 kWh, évidemment, batterie Ultium, 450 km d'autonomie. Au-delà de 450 km d'autonomie, ce qu'ils disent, ben, ça devrait être la même économie. Ça devrait être la même autonomie et économie que le Blazer EV dans la bonne configuration. J'ai comme l'impression qu'ils vont tous être 4 roues motrices au Canada, ce qui est correct. On va avoir le modèle EX, EXL et Touring, donc le modèle cher, le modèle très cher et le modèle super cher Touring, que c'est le seul qui va être disponible. On rit puis on est cynique, là, mais je suis pas mal sûr que ça va être ça. Fait, c'est sûr qu'au moment où Honda a choisi de faire ce partenariat-là, ça fait probablement quelques années. Ça fait peut-être 2-3 ans que ça a été décidé. Il n'y avait pas nécessairement une visibilité sur comment le développement de la chaîne de production de GM s'orchestrerait au fil des prochaines années. C'est sûr que c'est un peu surprenant que aujourd'hui, tu puisses avoir un Toyota BZ4X qui est une voiture qu'il y a un an, on pensait que personne achèterait puis qui serait pas disponible, mais tu peux pas avoir un Blazer EV qui aurait dû être lancé un peu plus tôt. Fait que c'est sûr que Honda, ils ont fait un pari puis ils ont peut-être choisi le mauvais cheval de course. Mais c'est ça la réalité. Je pense que ça va quand même être une bonne voiture. Je pense que oui. On en rit, mais là, les Cadillac Lyriq sont disponibles. Je ne sais pas si vous avez vu. Chez les concessionnaires, il y a des modèles Cadillac Lyriq, au moins à propulsion, qui soit sont disponibles en stock ou arrivent sous peu avec pas de liste d'attente. Donc, c'est sûr que là, ça commence chez GM. On commence à réussir à produire des véhicules sur la plateforme Ultium. Donc, ça va peut-être débloquer dans les prochaines années. Mais je pense qu'avant que vous puissiez avoir un modèle, un Honda Prologue, là, en termes de segment de marché, c'est sûr que ça intéresse plus de gens que le Cadillac Lyriq. Si vous voulez en commander un puis l'avoir, ça risque de prendre un certain temps. Mais je suis convaincu il y a un petit bouton réservé sur le site canadien en plus. Oui, exactement. Je vais cliquer dessus, voir ce qui arrive. Attends une minute, je vais entrer mon code postal. On va entrer un faux code postal à Montréal. OK, ça me demande de sélectionner les concessionnaires qui vendent des véhicules. OK, on va prendre Honda des sources. On va voir ce qui arrive. OK, on me demande 1000 $ de dépôt, un peu comme les D4 que j'avais commandés. OK, je vais féliciter Honda pour le système pour faire un dépôt clair. C'est très clair. Ça me dit qu'est-ce que je commande. Je commande un dépôt sur un Prologue. J'ai pas de modèle. On me demande de mettre 1000 $ ma carte de crédit, mettre des commentaires, accepter les conditions. Évidemment, c'est au concessionnaire que vous avez choisi. Non, OK, c'est peut-être pas un achat en ligne aussi simple que Polestar, Genesis ou Tesla ou certains Volvo électrifiés, mais ça, c'est clair. Donc, c'est bien. Bon, excellent. Je pense que ça fait le tour pour le Prologue, mais Alex, là, je vais t'arriver avec une surprise. Il y a un collègue qui est débarqué dans mon bureau il y a 2 jours puis il m'a dit « Gabriel, qu'est-ce que tu penses du Polestar 2? Quel modèle faudrait que je choisisse si je veux en acheter un? » Tu veux que j'en parle ou tu vas en parler? Non, je veux que tu en parles. Moi, je connais pas ça, les Polestar. C'est toi, le fan de Volvo. Fait que dis-nous, c'est quoi le modèle à acheter? Parce que je sais qu'il y a eu un changement. C'est plus traction, c'est rendu propulsion. La thermopompe est en option. Fait que c'est quoi le modèle à choisir? Je vais partir. Première question que vous devez vous poser si vous voulez un Polestar 2 ou si vous vous intéressez au Polestar 2, vous devez vous dire, est-ce que les aides à la conduite, c'est important pour moi? Si vous répondez non à la question, je vous conseille d'aller vers la version de base, qui est la version rendue propulsion avec 514 km d'autonomie, avec un moteur de 300 chevaux, batterie de 82 kWh. La structure d'équipement des Polestar, c'est assez simple. Vous avez de base 2 roues motrices, 4 roues motrices. Donc, c'est très, très similaire à Tesla ou les Ioniq 6.
Et contrairement à Tesla et Hyundai, il y a des... Hyundai, il y a des groupes d'options, mais plus comme Tesla, il y a des groupes d'options qu'on doit ajouter. Dans le cas de Polestar, les 2 groupes d'options, c'est le pack pilote qui est l'autopilote Volvo et certaines caméras 360, certaines autres aides à la conduite. Et l'autre pack, c'est le pack plus, que c'est la sellerie en cuir, le toit en verre, je crois, système de son, des accents de couleur, l'éclairage ambiant et la thermopompe. Hein, ça me fait penser à Volkswagen que la thermopompe est en option, et même Kona EV et Niro EV maintenant qui est en option. Donc là, c'est comme le choix à faire. J'ai fait un défi 500 km l'hiver avec l'ancien Polestar 2 traction de JN Auto qu'on salue. Puis honnêtement, le chauffage résistif, le préchauffement de la batterie fonctionnait bien. Oui, l'impact d'autonomie est un peu plus grand, mais on pourrait, je pense, se passer de la thermopompe sur le Polestar 2. Donc, si vous voulez avoir le prix le plus bas comme un Tesla Model 3 ou un Ioniq 6, allez vers la version propulsion, pas d'option. Vous êtes obligé de choisir une couleur en option parce que c'est un genre de beige rose, la couleur gratuite, mais il y a plein d'autres couleurs. Puis sinon, si vous avez plus les moyens, prenez la version 4 roues motrices, ça donne le pack plus automatiquement. Donc, vous avez la thermopompe quand vous prenez la version 4 roues motrices. Puis si vous les aides à la conduite, vous pouvez les prendre, mais ça revient à un véhicule de 65 000 quand même en 4 roues motrices. Ouais, c'est mais ça, bon, ça devient rapidement. je pense que les 2 modèles sont bons. Puis le modèle de base, est-ce qu'il est admissible aux 2 subventions? Donc au complet. C'est 57 000 avec le transport par réparation, il faut les taxes, tout ça. C'est plus ou moins 1 000 le même prix qu'un Ioniq 6 ou une Tesla Model 3 propulsion. Au niveau de la recharge rapide, on est 205 kW en version de base maintenant. Donc, c'est plus haut que la Tesla Model 3. En fait, c'est vraiment beaucoup plus que ce qu'on avait réussi à obtenir quand on avait testé un des premiers modèles qui avait été lancé. Ouais. Quand on était sur une borne 100 kW, je pense qu'on était cherché 80. Mais avec quand j'ai fait le deuxième test, le défi 500 km, j'ai eu le maximum là, de 150 sur une borne couche-tard. D'ailleurs, les bornes couche-tard ABB 180 kW marchent extrêmement bien. Je vous conseille, leur réseau grossit. Allez voir ça. C'est très, très bien. Même qu'ils ont une station-service électrique à Saint-Elzéar. Les bornes sont placées là, pour que vous puissiez arriver avec une remorque et repartir dans la même direction. Super. Fait que couche-tard, félicitations pour appliquer ce que vous avez appris en Norvège. Là. Mais oui, Polestar 2, je pense que tous les modèles sont bons. Mais c'est de savoir ce que vous voulez. Excellent. Je pense que ça va répondre à ces questions. Fait qu'Alex, on a-tu d'autres sujets pour aujourd'hui? On a fait le tour? Ça fait pas mal le tour. Qu'est-ce qui est à suivre? Là? Je ne sais pas quand est-ce que ce podcast-là va être disponible, probablement mercredi, première semaine d'octobre ou le dimanche de la même semaine. Qu'est-ce qui va être à suivre vraiment? Ça va être, est-ce que le Cybertruck va être livré avant Noël? Parce que je pense que oui, mais en même temps, évidemment, je ne peux plus me fier à rien. On peut plus se fier à Tesla. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un événement de première livraison à un client, mais ça ne veut pas dire que les clients je vais te dire de quoi. Le recevoir. Le musée Peterson à Los Angeles, ou en tout cas en Californie, qui est un musée automobile, en fait, le 7 octobre, va mettre aux enchères un Cybertruck de production. Le 7 octobre. Quelqu'un va pouvoir, genre Jay Leno, mettons, là, parce que Jay Leno fait partie de l'encan. Jay Leno va s'acheter un Cybertruck le 7 octobre, essentiellement. Okay. Ça va probablement être, j'imagine, un encan pour une œuvre de charité. Puis, ça va ressembler probablement, en fait, à ce qu'on avait vu avec le Hummer EV, où il y a un Hummer EV qui a été livré en 2021 dans un encan de charité. Mais ça devait quand même être une voiture qui a été assemblée par des ingénieurs sur la ligne de production, mais qui n'était pas nécessairement... C'est peut-être lui avec la photo qu'on a vu sur la photo avec toute l'équipe de Tesla. Peut-être. Possiblement. Mais bon, en tout cas, il va réellement en avoir... Dans le fond, là, ce que j'imagine, checkez bien mon scénario catastrophe, mais qui est plausible. Le seul Cybertruck livré en 2023 va être celui à l'encan cette semaine. Ben, moi, je serais pas surpris d'en voir quelques-uns de livrés de plus. Une centaine, mettons. Une centaine. Moi, je vais dire une centaine. On va voir une grande production, là, mais ça va se chiffrer en centaines, pas en milliers, je crois, cette année. Puis, veux-tu qu'on fasse une petite prédiction sur les specs? Oui, vas-y. Ouais, on va terminer avec ça. Regardez-moi, ma prédiction, c'est... Et j'ai pensé à ça, là, des fois, je dors très mal, puis je rêve à plein de choses. C'est comme ça qu'on fait, Plus de Millage. Vous savez, Plus de Millage, ce n'est pas scripté, hein. C'est seulement... Ça se fait tout seul. Moi puis Gab, on s'est parlé 10 minutes, puis on est parti. Moi, je pense que, vu que le F-150 Lightning existe avec 370 km et 500 quelque chose kilomètres, 560, je pense, je me souviens plus, et a une batterie de 98 et 135 kWh, ben Tesla, là, avec le Cybertruck, va aller à peu près avec la même sauce. Une batterie sous les 100 kWh pour la plus petite version, une batterie au-delà de 100 kWh pour la plus grosse version, mais ne se rendra pas à 200 kWh comme GM et Ram, et peut-être Rivian qui se rend quasiment à 150 quelque chose. Et l'autonomie de base va probablement être au-delà de 400 km. Et l'autonomie de la version longue autonomie va être proche, ou peut-être un peu, 500-600 km. Ça va être ça.
Je pense que ça fait du sens. On va avoir une batterie de 130 à 150 kW avec à peu près 25 kWh par 100 Ouais. km de consommation. Probablement un modèle de base propulsion qui ne sera pas disponible au début. Il pourrait être quoi, 100 kW LFP, mettons. Puis après ça, un modèle Pas avec des LFP, Gab, batteries. oublie ça, non. Non, non. Ça va être de la haute teneur en cobalt, Mais les ça pourrait batteries. être un battery pack. Ça pourrait être équivalent en termes de batterie et bref, de groupe motopropulseur à ce qu'il y aurait dans un modèle S, par exemple. Peut-être, oui. À traction Mais intégrale. pensez pas que ça va être une batterie de 200 kWh. Si vous vous dites qu'il va y avoir 800 km, moi, je crois pas à ça. Non, moi, je pense que le F-150 Lightning, quoique bon ou pas bon, ce que vous en pensez, prouve que les gens sont prêts à avoir des autonomies plus faibles. Puis là, vous en dites, le remorquage, le remorquage. Oui, je le sais, le remorquage, mais je pense que à cause que le Cybertruck est tellement différent et polarisant, autant que certains vont le trouver très laid, je pense que ce design aussi est beaucoup plus aérodynamique et efficace qu'une camionnette pleine grandeur modifiée pour être électrique. Puis c'est là que je pense que c'est là que Tesla va aller chercher son autonomie, c'est dans l'aérodynamisme, essentiellement. Okay. Penses-tu parce qu'on sait qu'il va y avoir une suspension pneumatique, penses-tu que ça va être standard sur tous les modèles Je ou pense qu'au seulement sur début, les modèles oui, à mais traction ils vont intégrale? l'enlever. Moi, je pense qu'il va être standard au début, puis ils vont l'enlever. Parce que Ouais, les modèles S ont encore toute une suspension à l'air, je crois, il depuis le va début. sûrement avoir un modèle de base là, qui ne l'aura pas. Je Ouais. pense que c'est excitant. Personnellement, je le trouve pas très beau, mais bon, il va falloir le voir en vrai, là, je pense. Ben Ça va oui, peut-être mais être à la fin, là, peu importe ce qu'on en pense, plus il y a de véhicules développés avec des nouvelles techniques, ça l'anime la concurrence, ça l'anime des gens à démonter ces véhicules-là, à apprendre des choses, les autres constructeurs apprennent. À la fin, là, il y a des gens qui ont trouvé plusieurs. Quand l'iPhone est sorti, là, on est entré dans un nouveau territoire. Puis Apple là, si vous saviez le nombre de choses qu'ils ont essayé avant de se rendre au iPhone, ben, c'est ça que ça donne. Puis moi, je fais toujours le parallèle avec les téléphones intelligents et les voitures électriques. Moi, je vois beaucoup de similitudes là, dans à la vitesse à laquelle cette technologie-là s'est développée. Les véhicules électriques, c'est la même chose, sauf que ça prend des chaînes d'approvisionnement plusieurs magnitudes plus grandes. Puis c'est ça. Puis là, j'ai un autre sujet, Gab, maudit, j'ai oublié, là, ça va être long, mais 5 minutes. Le Québec va enfin avoir une chaîne d'approvisionnement complètement intégrée de batteries avec Oui, Northvolt qui a été un annoncé avec cellulier Masterville. qui va, C'est c'est ça, capoté. qui va s'installer au Québec, une gigafactory, plusieurs milliards de dollars d'investissement et de subventions qui viennent avec ça. Public C'est et vrai, privé, Alex? ouais. Mais c'est Ben, vrai. Là, on peut effectivement. penser ce qu'on veut pour la politique de tout ça, mais dites-vous, ce qui est cool, c'est que en Chine, là, oui, ils font des batteries de A à Z, du minerai jusqu'à la batterie. Ça a une empreinte écologique X. Ce que le gouvernement et Northvolt tentent de faire, c'est de faire une batterie similaire avec une empreinte écologique 90% plus petite. Est-ce que c'est réalisable? Je pense que d'un certain point de vue, oui, parce que dans le fond, au Québec, au Québec, en Amérique du Nord, on a des normes beaucoup plus sévères en termes d'environnement et acceptabilité sociale, oui, et tout ça. Donc, juste de base, juste d'avoir des usines au Québec, ben leur empreinte écologique est plus faible. Puis là, on pourrait débattre là-dessus pendant des mois. Dites-vous, là, est-ce que c'est mieux de ne pas participer à la transition ou c'est mieux de participer? Moi, personnellement, en tant qu'ingénieur, en aimant la haute technologie, je suis content qu'on participe, mais on ne pourrait aussi ne pas participer, mais je pense que c'est mieux de se salir les mains. Ce qui est bien, en fait, d'avoir cette étape-là, parce que là, on avait production de minerais, certaines étapes de raffinage, on va avoir production d'anode ou je sais pas quoi. On va même aussi faire la Puis feuille là, de cuivre pour enrouler les matériaux actifs à exactement, parce qu'on Granby. produit du cuivre au Québec. Puis là, ensuite, on a les cellules. Fait que ça, c'est comme la troisième production. Mais le fait qu'on ait un cellulier au Québec, ça va potentiellement permettre de développer des quatrièmes productions, qui ont une moins grosse empreinte en termes d'investissement puis d'usine. Mais on pourrait voir, par exemple, un producteur s'installer pour faire du grid storage, fait que pas de Du l'entreposage, stockage. mais Ben, du ça serait stockage Hydro-Québec probablement qui d'électricité s'occuperait de ça. Là. exactement sur réseau, parce que on a les cellules, fait qu'à partir de là, cette production-là est possible. Peut-être qu'un constructeur va faire assembler des packs de batteries complets pour des véhicules ici. Il y a toutes sortes de produits qui peuvent être développés. Une fois que tu as accès à ces cellules-là, si leur prix sur le marché, peu importe, est avantageux comparé à la production en Chine, là, ça va être une production subventionnée, donc peut-être que ça le sera. Fait que là, ça débloque un monde de possibilités. Ben oui, Une entreprise, absolument. par exemple, comme Lyon, ou peu importe, pourra s'approvisionner en batteries produites au Québec, réduire largement leur coût de transport parce qu'ils vont pouvoir produire les packs au même endroit où ils produisent les véhicules et au Moi, je même pense endroit où que sont toutes les moi, je cellules. pense que c'est positif. C'est sûr que certains voient ça comme de la planification économique très, très agressive. Oui, bon, on ne sera pas le premier pays à le faire, hein, mais non, c'est bien. Puis pensez-y, là, au lieu d'avoir du minerai extrait en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, envoyé en Chine, raffiné, qui se promène ensuite va au Japon, on revient. Là, ça vient du Québec. Ça va juste partir du Nord puis descendre vers le sud du Québec.
Puis il va peut-être avoir certains intrants qui vont venir de l'international, mais ça va être des petits composants. Mais tu sais, les gros composants chers qui sont à très, très haute intensité de carbone ou d'émissions, ben, au moins, ils vont être faits au Québec. Fait que je pense qu'on peut tous se féliciter que ça valait la peine peut-être de développer les énergies renouvelables il y a 50 ans. Oui, exactement. Fait que c'est vraiment un beau projet pour le Québec. Puis après ça, comme on dit, bon, politiquement, ça peut être controversé, mais écoutez, c'est de voir D'un point de vue d'ingénierie, c'est malade. Est-ce que ça va porter ses fruits? Est-ce que ça va permettre Probablement. du développement économique au-delà de cette usine-là? Probablement. Puis là, dans quelle mesure, ça sera à voir avec le temps. Mais c'est quand même excitant. Fait que là, Alex, quand est-ce que tu vas travailler chez Nordvolt? Ben, je peux pas parler de ma situation d'emploi. Je peux pas faire ça. Bon, ben Alex, on va se laisser là-dessus. Moi, je me marie la semaine prochaine. Ça fait que je vais vous revenir dans un prochain épisode de Plus de millage en tant qu'homme marié. Ah, bravo, Gab. Puis moi, je suis... ouais, c'est ça. Bravo. Mais non, mais moi, c'est ça. Je suis très content pour toi, Gab. Je suis sûr que je vais être à ton mariage, mais je suis pas encore au courant. Je suis à ton mariage. Bon, on se laisse là-dessus, Alex. Merci, salut.